Quand on effectue de la lecture critique, on peut s'intéresser au niveau de preuve d'une étude. Le niveau de preuve d'une étude correspond à sa capacité à répondre à une question de recherche en termes d'adéquation de protocole, du design de l'étude, donc le type d'étude, les biais associés à cette étude, est-ce que l'analyse statistique et la taille de l'étude sont appropriées. En santé publique et en recherche clinique, les essais randomisés contrôlés ont un niveau de preuve plus élevé que les études observationnelles qui sont non randomisées. En effet, la randomisation permet d'assurer la comparabilité entre les groupes et permet d'assurer une relation de causalité. On parle d'inférence causale. En 1979 a été proposée une hiérarchisation des études en se basant uniquement sur leur design. Plus tard, ça a donné lieu à la pyramide du niveau de preuve. Celle-ci s'intègre dans la médecine fondée sur les preuves, en anglais Evidence-Based Medicine, EBM, qui intègre à la fois les connaissances de la recherche clinique et de la santé publique, donc les études scientifiques. L'EBM intègre également l'expérience et les connaissances du médecin et l'avis du patient. Le but est d'obtenir des prises de décision pour le patient les plus judicieuses, transparentes, rigoureuses et fondées sur les preuves scientifiques. L'idée de hiérarchie des preuves s'est également exportée à d'autres domaines scientifiques, y compris la psychologie, la nutrition, l'épidémiologie environnementale. Cependant, il existe des zones grises dans ce concept qui est critiquable. Par exemple, dans certaines situations, on n'a pas de preuves. On n'a pas non plus forcément toujours d'essais cliniques qui sont faisables pour toutes les situations, des maladies rares ou certaines interventions chirurgicales. Par exemple, on ne va pas faire d'essais cliniques randomisés contrôlés sur l'efficacité d'un parachute, donc de sauter en haut d'un avion sans parachute. Donc l'absence de preuve n'est pas forcément une preuve de l'inefficacité. Dans certaines situations, il est également difficile d'appliquer les conclusions d'une étude générale. Ce qui est blanc ou noir dans une revue scientifique peut parfois devenir gris dans la pratique clinique. Il faut également noter que la recherche clinique, la santé publique, l'épidémiologie portent vraiment sur des populations, des groupes, et c'est pas du tout à la même échelle que la médecine qui est au niveau individuel. Cette pyramide de preuves a été mise en place pour aider les cliniciens à prendre des décisions, mais cette pyramide est beaucoup trop simpliste. Déjà, c'est important d'avoir en tête qu'une étude scientifique ne suffit pas pour prendre des décisions, mais il faut regarder un ensemble d'études. Et pour juger de la validité interne d'une étude, évaluer les biais, on ne va pas uniquement regarder que le design. C'est pourquoi, dans les années 2000, un groupe d'experts GRADE a développé un nouveau cadre conceptuel pour évaluer le niveau de certitude pour un ensemble de preuves scientifiques, donc un ensemble d'études, afin d'évaluer la force des recommandations qu'on peut faire sur un corpus scientifique. Le nouveau cadre GRADE va évaluer plusieurs facteurs. La validité interne de l'étude, c'est-à-dire les biais associés à l'étude, la force de l'association, la précision des résultats, qui est également liée à la taille de l'étude, la cohérence des résultats entre l'étude, est-ce qu'il y a une forte hétérogénéité dans les résultats, est-ce qu'il y a un biais de publication, puisqu'en général les résultats négatifs ou l'absence de résultats sont moins souvent publiés et moins facilement publiables également. Quelle est la force de cette association, donc quelle est la taille de l'effet de l'intervention? Est-ce qu'il y a une relation dose-réponse? Donc tous ces critères ne se basent pas uniquement que sur le design. Certains auteurs ont développé une pyramide un peu différente avec des petites vagues entre les différents designs parce qu'en effet, certaines études observationnelles très bien faites peuvent être de meilleure qualité qu'un essai clinique mal fait. Grade va consister à augmenter ou diminuer le niveau de preuve dans chacun de ces domaines précédemment énumérés. Le concept de grade est assez proche des critères de causalité de Bradford et Hill. Ces critères de Bradford et Hill sont utilisés généralement dans les études observationnelles où on va essayer de s'approcher d'une relation causale. On va se demander quelle est la force de l'association entre l'exposition à un facteur environnemental et la survenue d'une maladie. Est-ce que les résultats sont reproductibles? Est-ce qu'il y a des confirmations expérimentales dans les études animales? Quels sont les mécanismes biologiques impliqués dans cette relation? Est-ce qu'il existe une relation dose-effet? Est-ce que la temporalité de la relation est bien respectée, c'est-à-dire que l'exposition survient avant la maladie et pas l'inverse? Par exemple, si vous étudiez les facteurs alimentaires par rapport à l'obésité, eh bien, vous pouvez avoir des aliments qui vont forcément influencer votre poids, mais également le fait d'être obèse, vous allez peut-être modifier votre régime et donc vous aurez une relation inverse de causalité. Cette dernière pyramide avec les petites vagues a également été critiquée puisqu'elle place tout en haut
les méta-analyses et les revues systématiques, donc des synthèses critiques de la littérature avec un protocole préétabli qui a pour but de répondre à une question de recherche. Or, les revues systématiques et les méta-analyses sont des synthèses de la littérature. Par conséquent, la qualité d'une méta-analyse ou d'une revue systématique ne peut pas être supérieure à la qualité de la meilleure des études incluses dedans. La méta-analyse va par exemple permettre d'augmenter la précision, d'avoir plus de participants, mais ça ne va pas corriger les biais individuels des études. D'où cette dernière représentation que je trouve vraiment intéressante, où les revues systématiques et méta-analyses servent de loupe sur l'ensemble de la littérature scientifique. Donc pour résumer, c'est important d'avoir en tête que quand c'est faisable, c'est bien sûr très préférable d'avoir un essai clinique randomisé. Donc quand on veut tester un médicament, on peut le tester par rapport à des soins standards ou un placebo. Mais dans certains domaines, si on veut étudier l'effet de la pollution atmosphérique, là c'est impossible de faire un essai randomisé là-dessus. Et donc on va se tourner vers d'autres études observationnelles. Autre règle d'or, c'est important d'avoir en tête qu'une étude ne détient pas la vérité, il faut regarder un ensemble d'études. Dans le domaine de l'épidémiologie nutritionnelle, si on s'intéresse au cancer, ça prend plusieurs années à se développer, donc c'est forcément très difficile, voire impossible en fait en pratique, de mettre un essai clinique qui va durer 5 ans, 10 ans pour voir l'apparition d'un cancer. Dans certains cas, on ne peut pas toujours masquer l'intervention. Donc cette vidéo s'inscrit dans un ensemble de vidéos d'introduction à la lecture critique d'articles scientifiques. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis également présent sur Twitter et Facebook et bientôt prochainement sur Instagram.